Il existe une frontière invisible qui traverse désormais la France, une ligne de démarcation qui ne figure sur aucune carte géographique, mais qui déchire le tissu social avec une violence inouïe. D'un côté, une économie de la rente et des métropoles connectées qui continuent de prospérer sous les ors de la mondialisation. De l'autre, une majorité silencieuse qui voit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'est plus la pauvreté traditionnelle, celle de l'exclusion ou de la marge, que nous connaissions historiquement. C'est une pauvreté nouvelle, insidieuse, qui s'infiltre dans les foyers de ceux qui travaillent, de ceux qui respectent les règles, de ceux qui pensaient être protégés par leur diplôme ou leur statut. Nous parlons ici de l'infirmière qui dort dans sa voiture faute de logement abordable, de l'étudiant qui saute un repas sur deux, ou du cadre moyen qui, une fois le loyer et les charges payées, se retrouve à découvert le 15 du mois. C'est le grand retour de la peur du lendemain, dans un pays qui avait pourtant érigé la sécurité sociale en religion d'État. Ce phénomène porte un nom clinique, qui masque mal la brutalité du vécu, le déclassement social. Ce n'est pas seulement une baisse statistique du pouvoir d'achat, c'est l'effondrement d'une promesse civilisationnelle, celle qui garantissait que chaque génération vivrait mieux que la précédente. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette mécanique de l'ascenseur social est non seulement en panne, mais elle redescend vers le sous-sol. L'illusion d'une classe moyenne éternelle et expansive, nourrie par les 30 glorieuses et le crédit bon marché, se dissipe brutalement face à la réalité mathématique d'une économie en contraction. Les files d'attente devant les banques alimentaires ne sont plus composées uniquement de sans-abri, mais de travailleurs pauvres, de familles monoparentales et de retraités dont la pension ne couvre plus les factures d'énergie. Pourtant, cette descente aux enfers n'est pas le fruit du hasard ou d'une fatalité météorologique. Elle est le résultat d'une série de choix économiques, monétaires et industriels précis, pris au cours des 40 dernières années, souvent loin des regards du public. Des salles de marché de Wall Street aux bureaux technocratiques de Bruxelles, en passant par les stratégies de désindustrialisation délibérées, une mécanique complexe s'est mise en place pour transférer la richesse du travail vers le capital de la production, vers la rente, et de la périphérie vers le centre. Comprendre ce déclassement, c'est accepter de regarder en face les rouages d'un système qui a cessé de servir l'intérêt général pour devenir une machine à trier. Il y a ceux qui pourront rester dans le navire, et ceux qui seront passés par-dessus bord. Chapitre 1. La fin de l'illusion d'abondance. Pour saisir la gravité de ce qui se joue aujourd'hui, il faut d'abord comprendre que le déclassement français est la fin d'une anomalie historique. Pendant une courte période, grosso modo de 1950 à 1990, l'Occident a vécu dans une bulle d'énergie bon marché et de croissance démographique qui a permis l'émergence d'une vaste classe moyenne. En France, cela s'est traduit par le modèle du pavillon de banlieue, de la voiture diesel et des vacances annuelles. Ce mode de vie, que l'on croyait être un droit acquis, reposait en réalité sur des fondations économiques qui n'existent plus. L'énergie abondante a disparu, la concurrence internationale a brisé le monopole industriel de l'Ouest, et l'État-providence, conçu pour une démographie jeune et croissante, s'effondre sous le poids d'une population vieillissante. L'enjeu actuel est la prise de conscience brutale que le niveau de vie français était artificiellement maintenu par deux perfusions, la dette publique et la désinflation importée. Pendant des années, nous avons acheté des produits pas chers, fabriqués en Chine avec de l'argent que nous n'avions pas, imprimés par les banques centrales ou empruntés sur les marchés. Aujourd'hui, l'inflation marque le retour au réel. Elle agit comme un révélateur photographique dans une chambre noire. Elle montre qui possède réellement de la valeur, des actifs, de l'immobilier, des compétences rares, et qui ne possède que de la monnaie dont la valeur fond comme neige au soleil. Le déclassement, c'est le moment où la marée descend et où l'on voit ceux qui n'ont pas de bateau. Ce qui rend la situation particulièrement explosive en France, c'est le décalage entre la promesse républicaine d'égalité et la réalité d'une société d'héritiers. Le travail ne paie plus. Les données de l'INSEE et de l'Observatoire des inégalités montrent que le patrimoine est devenu le déterminant principal du niveau de vie, loin devant le salaire. Un jeune couple actif, sans apport familial, ne peut plus acheter le logement dans lequel un couple d'ouvriers pouvait investir il y a 40 ans. Nous assistons à une féodalisation de la société, où l'accès au confort dépend de la naissance et non de l'effort. C'est la rupture définitive du contrat social, transformant la frustration économique en une colère politique sourde qui menace la stabilité même des institutions. Chapitre 2. Retour vers le futur, les racines du mal. Pour identifier le point de bascule, il faut remonter aux années 1980, une décennie charnière où la France a fait le choix stratégique de sacrifier son industrie sur l'autel de la modernisation financière et de la construction européenne. Le tournant de la rigueur de 1983 n'était pas seulement un ajustement budgétaire, c'était un changement de philosophie. Sous l'influence des théories économiques dominantes et la pression de la concurrence allemande, la France a adopté la politique du franc fort
puis de l'euro, privilégiant la lutte contre l'inflation et la puissance de la monnaie au détriment de sa base industrielle. Si cette politique a permis de stabiliser les prix et de protéger l'épargne des retraités, elle a eu un coût exorbitant, la destruction progressive de l'emploi ouvrier qualifié et intermédiaire. Les archives industrielles de cette époque racontent l'histoire d'une hémorragie. La sidérurgie lorraine, le textile du Nord, l'automobile de la vallée de la Seine, des pans entiers de l'économie productive ont été démantelés ou délocalisés. Ce vide a été comblé par le secteur des services, souvent moins rémunérateur et plus précaire, et par l'emploi public financé par la dette. On a cru pouvoir transformer la France en une nation de cadres, d'ingénieurs et de concepteurs, en laissant la production sale aux pays émergents. C'était une erreur de calcul monumentale. Une économie sans usine est une économie qui perd ses gains de productivité et donc sa capacité à augmenter les salaires réels. Parallèlement, la financiarisation de l'économie mondiale a modifié la répartition de la valeur ajoutée. Dans les années 60 et 70, le partage des profits entre le travail, les salariés, et le capital, les actionnaires, était relativement équilibré. À partir des années 90, sous l'effet de la mondialisation et de la dérégulation bancaire, la part du capital a grimpé en flèche. Les entreprises du CAC 40 ont réalisé des profits records, mais ces profits ont été de moins en moins réinvestis dans l'outil de production nationale ou les salaires, et de plus en plus distribués en dividendes ou utilisés pour des rachats d'actions. Le ruissellement promis n'a jamais eu lieu, l'argent est resté dans les circuits financiers, créant des bulles d'actifs immobiliers et boursiers qui ont enrichi les détenteurs de capital, tout en rendant le coût de la vie insupportable pour les autres. Chapitre 3. La mécanique de la spoliation. Le moteur principal du déclassement moderne est un mécanisme économique que l'on pourrait qualifier de ciseau des prix. D'un côté, les revenus du travail stagnent, comprimés par la concurrence internationale et les charges sociales nécessaires au financement du modèle social. De l'autre, les dépenses contraintes explosent. Le logement, l'énergie, l'alimentation et les transports ne sont pas des options, ce sont des nécessités incompressibles. Lorsque le prix de l'immobilier double ou triple en 20 ans, alors que les salaires n'augmentent que de 20%, mathématiquement, une partie de la population est expulsée de la classe moyenne. C'est une loi d'airain. L'inflation des actifs, logement, est une taxe sur la jeunesse et les travailleurs au profit des détenteurs de patrimoine. Mais le mécanisme le plus pernicieux reste celui de la création monétaire et de l'inflation. Les politiques des banques centrales, notamment le quantitative easing, assouplissement quantitatif, mené après la crise de 2008 et durant la pandémie de Covid-19, ont inondé les marchés de liquidités. Selon l'effet Cantillon, théorisé au XVIIIe siècle, l'argent nouvellement créé profite d'abord à ceux qui sont proches de la source, banques, grandes entreprises, États, qui peuvent l'utiliser avant que les prix n'augmentent. Lorsque cet argent arrive enfin dans l'économie réelle, sous forme de chèques inflation ou de légères hausses de salaire, les prix ont déjà flambé. L'inflation actuelle n'est pas une fatalité, c'est un impôt non voté qui transfère la richesse des épargnants et des salariés vers les débiteurs et l'État. À cela s'ajoute la pression fiscale. La France détient le record mondial des prélèvements obligatoires. Si l'objectif affiché est la redistribution, la réalité est que la classe moyenne supérieure et moyenne est devenue la vache à lait du système. Trop riche pour bénéficier des aides sociales, trop pauvre pour utiliser les niches fiscales et l'optimisation accessible aux ultra-riches, cette catégorie supporte l'essentiel du fardeau. Elle paie pour des services publics, écoles, hôpital, sécurité, dont la qualité se dégrade à vue d'œil, l'obligeant souvent à payer une deuxième fois pour des alternatives privées, mutuelles coûteuses, écoles privées. Ce double paiement est un accélérateur puissant du déclassement. On paie plus pour avoir moins. Chapitre 4. La géographie de la colère. Ce déclassement ne se vit pas de manière uniforme sur le territoire. Il a redessiné la carte de France en deux mondes étanches qui ne se comprennent plus et ne se croisent presque plus. D'un côté, les métropoles, véritables citadelles du XXIe siècle, concentrent les emplois à haute valeur ajoutée, les services de pointe, la culture et le pouvoir décisionnel. De l'autre, la France périphérique, concept théorisé par le géographe Christophe Guilluy, rassemble les villes moyennes en déshérence, les zones rurales désertifiées et les espaces périurbains éloignés. C'est dans ces territoires que le déclassement est le plus violent, car il se double d'un sentiment d'abandon et d'inutilité. La mécanique de l'immobilier a joué un rôle de centrifugeuse sociale impitoyable. À mesure que les prix flambaient dans les centres-villes, plus de 100% à Paris ou Bordeaux en 20 ans, les classes populaires et moyennes ont été repoussées toujours plus loin, au-delà du périphérique, puis au-delà de la banlieue proche, pour finir dans des zones où le mètre carré est abordable mais où la voiture est indispensable. C'est ici que le piège s'est refermé.
En rendant ces populations dépendantes de l'automobile pour travailler, se soigner ou consommer, le système les a exposées de plein fouet à la volatilité des prix de l'énergie. La crise des Gilets jaunes n'était pas un accident de l'histoire, c'était la révolte structurelle de ceux qui ont été éloignés des centres de richesse et que l'on a ensuite taxés pour leurs déplacements contraints. Cette fracture territoriale s'accompagne d'une désertification des services publics qui agit comme un impôt indirect supplémentaire. Lorsque la maternité locale ferme, que le bureau de poste disparaît ou que le médecin généraliste part à la retraite, sans remplaçant, le coût de la vie augmente pour les habitants restants qui doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour des besoins vitaux. C'est une forme de dévaluation du territoire. Votre maison perd de la valeur car elle est située dans une zone qui se meurt, amputant d'autant le petit patrimoine que vous espériez transmettre à vos enfants. Le déclassement est ici total, économique, social et patrimonial. Chapitre 5. La trappe de la précarité. L'ubérisation du monde. L'accélération du processus de paupérisation passe par une mutation profonde de la nature même du travail. Nous assistons à la déconstruction méthodique du salariat classique, ce CDI, contrat à durée indéterminée, qui servait de clé de voûte à la sécurité financière des ménages et à l'accès au crédit bancaire. Sous couvert de flexibilité et de libération des énergies, le marché du travail s'est fragmenté. L'explosion du statut d'auto-entrepreneur, souvent présenté comme un boom de l'esprit d'entreprise, masque trop souvent une réalité de salariat déguisée sans protection sociale. Le livreur à vélo, le chauffeur VTC ou le consultant freelance précaire sont les nouveaux visages de cette armée de réserve industrielle qui ne dit pas son nom. Ce phénomène crée une nouvelle catégorie sociale, les travailleurs pauvres. Avoir un emploi ne protège plus de la pauvreté. En France, des millions de personnes travaillent mais ne parviennent pas à boucler leur fin de mois sans aide sociale. C'est l'échec absolu de la promesse méritocratique. L'entreprise s'est optimisée en externalisant ses coûts vers la collectivité. Elle paie des salaires insuffisants ou utilise des prestataires précaires, laissant l'État, via la prime d'activité ou le RSA, compléter les revenus pour assurer la survie. C'est une subvention indirecte massive de l'État aux entreprises qui ne paient pas le coût réel du travail, financé par la dette et l'impôt des classes moyennes. Cette précarité structurelle a une conséquence psychologique dévastatrice, la perte de la capacité de projection. Quand on ne sait pas combien on gagnera le mois prochain, on ne peut pas emprunter, on ne peut pas investir, on ne peut pas construire. On vit dans un présent perpétuel, une gestion de crise permanente. Cette insécurité chronique ronge la santé mentale et physique, créant des pathologies du stress qui viendront, à terme, peser encore plus lourdement sur un système de santé déjà à bout de souffle. Le déclassement n'est pas seulement une affaire de portefeuille vide, c'est une usure prématurée des corps et des esprits. Chapitre 6. L'avenir confisqué, révélation et conclusion. Nous arrivons ici au cœur de la vérité censurée, la révélation finale que peu osent formuler. Le déclassement social français est, in fine, un transfert de richesse intergénérationnel massif. Pour maintenir le niveau de vie des générations nées après-guerre, les baby-boomers, qui détiennent aujourd'hui la majorité du patrimoine immobilier et financier, ainsi que des droits à la retraite calculés sur une économie en croissance qui n'existe plus, la société a sacrifié sa jeunesse, les jeunes actifs d'aujourd'hui perdent des cotisations élevées pour des retraites qu'ils auront du mal à toucher, remboursent une dette publique contractée avant leur naissance et doivent s'endetter sur 25 ou 30 ans pour acheter des logements vendus à prix d'or par leurs aînés. C'est une forme de cannibalisme économique. Une société qui ne permet plus à ses enfants de s'émanciper, de se loger dignement et de fonder une famille sans aide parentale, est une société en phase terminale. Le déclassement est le prix à payer pour avoir refusé d'adapter notre modèle social à la réalité de nos moyens. Plutôt que de répartir l'effort équitablement, nous avons choisi l'inflation des actifs et la dette, deux mécanismes qui protègent le passé, le patrimoine acquis, et détruisent l'avenir, les revenus du travail. Pourtant, ce constat sombre ne doit pas conduire au nihilisme, mais à la lucidité. La fin de l'abondance artificielle marque aussi le retour aux valeurs réelles. Le déclassement force à une réévaluation de ce qui compte. La solidarité locale, le savoir-faire manuel, l'autonomie, la communauté. Ceux qui s'en sortiront le mieux ne seront pas nécessairement ceux qui attendent que l'État répare l'ascenseur social, car le moteur est cassé, mais ceux qui auront compris qu'il faut construire l'escalier soi-même. Cela passe par la désurbanisation choisie, le retour à des métiers productifs, la déconsommation et la création de réseaux d'entraide hors marché. L'histoire de la France est cyclique, elle a connu des effondrements et des renaissances spectaculaires. Le déclassement actuel est la fin d'un cycle, celui des 30 glorieuses et de la consommation de masse à crédit. Le cycle qui s'ouvre sera plus dur, plus sobre, mais peut-être plus authentique. Il ne promettra pas la richesse matérielle pour tous, mais il offrira des opportunités à ceux
qui accepte de regarder la réalité en face. L'État-providence ne viendra pas vous sauver, car il lutte pour sa propre survie. La nouvelle pauvreté est un fait. La manière dont nous y répondons, individuellement et collectivement, définira notre dignité pour les décennies à venir. Le déclassement est subi, mais la résilience se décide. Conclusion. Le réveil nécessaire. Nous voici au terme de cette enquête sur la face cachée de notre économie. Ce que nous avons traversé n'est pas une simple mauvaise passe, mais un changement d'époque tectonique. La nouvelle pauvreté française n'est pas celle des romans de Zola, faite de haillons et de rues sombres. Elle est propre, silencieuse, numérique. Elle se vit derrière les volets clos des pavillons de banlieue et dans la solitude des petits appartements urbains. C'est la pauvreté de celui qui a tout pour être heureux sur le papier, mais qui sent l'étau se resserrer chaque jour un peu plus prisonnier d'un système qui exige toujours plus de performance pour offrir toujours moins de sécurité. Le déclassement est le symptôme d'une nation qui a vécu trop longtemps sur l'héritage de sa grandeur passée, sans oser investir dans les fondations de son avenir. Nous avons cru que l'État-providence était immortel, que la dette était indolore et que l'industrie était facultative. Le réveil est brutal, mais il est salutaire. Car c'est souvent au pied du mur que les masques tombent, et que les véritables ressources se révèlent. L'histoire ne s'arrête pas ici, elle change simplement de règles. Le modèle de réussite des 50 dernières années est obsolète. Ceux qui s'accrochent à l'espoir d'un retour à la normale seront les plus vulnérables. La normale n'existe plus. Nous entrons dans l'ère de la volatilité, de la rareté et de la responsabilité individuelle radicale. Le conseil, devenir antifragile. Face à ce constat implacable, la paralysie ou la colère sont des réactions naturelles, mais stériles. La seule réponse viable est l'action stratégique. Voici la leçon fondamentale à tirer de ce basculement. Dans un monde en contraction économique, la véritable richesse ne se mesure plus seulement en euros sur un compte en banque, car l'euro peut être dévalué et le compte taxé, mais en autonomie et en compétence. Cessez de chercher la sécurité dans le statut social, le diplôme prestigieux ou la promesse de l'État. Cherchez la sécurité dans votre capacité à résoudre des problèmes réels. Investissez massivement en vous-même, non pas pour obtenir un titre, mais pour acquérir un savoir-faire tangible, qu'il soit manuel, technique ou intellectuel. Dans une économie qui se délite, celui qui sait réparer, construire, soigner, nourrir ou coder aura toujours une valeur marchande, contrairement aux gestionnaires de processus administratifs. Diversifiez vos dépendances. Ne dépendez pas d'une seule source de revenus, d'un seul fournisseur d'énergie ou d'un seul cercle social. La résilience, c'est la capacité à encaisser un choc sans se briser. L'antifragilité, c'est la capacité à se renforcer grâce au choc. Tissez des liens locaux forts, car en temps de crise, votre voisin est plus utile qu'un gouvernement lointain. Le déclassement est une vague qui emportera les structures rigides. Soyez l'eau qui s'adapte, qui contourne l'obstacle et qui finit toujours par trouver son chemin. L'avenir n'est pas écrit, mais il n'appartiendra pas aux passifs.